Et salut, je suis bien arrivée dans ma nouvelle guest house. Vous êtes prêts pour un room tour? C'est parti. Et alors on commence avec le salon en vrai, chill de ouf. On est trop bien là. Franchement la table est immense, quand il y a du monde ça doit être top. Ça je pense pas qu'on va s'en servir. Hein. Là pour l'instant il fait encore 27-28 degrés. Bon, ça va aller. Ensuite, on a un espace un peu style cuisine avec frigo, micro-ondes, un peu grill. Et je pense que ça aussi, ça fait grill. Avec bien sûr les poubelles pour lesquelles il faut faire un tri très sérieux. Bon, il n'y a pas de quoi cuisiner, genre des plaques et tout, mais il y a quand même ce qu'il faut pour réchauffer. Une petite machine à laver. Ok, l'espace un petit peu lavabo pour se brosser les dents, tout ça, salut. Ensuite, les douches. Ok, en vrai, c'est un petit peu différent de celles qu'on voit partout, c'est cool. Et le dortoir. Moi, mon lit est juste à gauche. Hop, j'ai pas encore déballé mes affaires. À part évidemment de quoi charger tous mes équipements. Et le lit qui est comme ça, avec beaucoup d'espace pour ranger, ça c'est trop bien. Et bien sûr, je peux fermer ça. Hop. Bon, je peux le fermer plus évidemment. Et comme ça, je suis tranquille si jamais il y a d'autres gens. En vrai, pour l'instant, je suis toute seule. Ce soir, il n'y a pas d'autres guests. Donc j'ai la maison entière pour moi toute seule. Ça, c'est trop bien. Après, je vous cache pas que j'étais quand même déjà bien occupée parce que j'avais de la traduction à faire. Une petite mission de trad. C'est cool, ça fait un petit peu de rentrée d'argent. Donc de toute façon, j'étais occupée. Mais bon, c'est toujours agréable d'être un peu tranquille et de pas avoir à se poser de questions sur est-ce que je peux faire du bruit ou pas, il faut que je fasse attention, tu peux pas te mettre où tu veux quand tu veux, et puis d'ailleurs il n'y a pas toujours des espaces communs, donc des fois rentrer à la guest house ça veut juste dire aller dans ton lit. Et bon après j'avoue, je suis un peu casanière donc ça me dérange pas outre mesure de passer du temps dans mon lit, dans ma case on va dire. Mais c'est vrai que c'est bien de temps en temps de pouvoir se dire qu'on peut aller s'installer à une table et puis poser un petit peu ses affaires pour manger, pour travailler, bon bref. Voilà, c'était le room tour. Et voilà, je vous ai pas dit aussi, vous avez vu, on dirait que ça va un peu mieux. Ce matin, c'était terrifiant, vraiment. En fait, je me suis rendu compte que la crème que j'utilisais, elle avait un effet pas idéal. Genre, ça a peut-être aidé un petit peu, mais en fait, ça a fini par faire durcir ma peau en même temps que ça la faisait épeler et tout ça. Et genre, si je mettais pas de crème, ça faisait gonfler mes yeux, bref. Et en fait, j'ai donc arrêté de mettre la crème là et j'ai été m'acheter de la vaseline. Incroyable. Vraiment, juste, j'ai la peau grasse. Comme vous pouvez le voir, ça luit un petit peu. Mais en tout cas, là, ma peau n'est plus autant desséchée que ce matin. Elle s'est ramollie et tout. Et c'est tellement agréable parce que tout à l'heure, quand j'étais dehors, je peinais à ouvrir les yeux. J'avais cet œil-là qui était comme ça. Vraiment le pirate. C'est terrifiant. Non mais vraiment, c'était très gênant. La peau était tellement durcie par la crème, visiblement. Ça faisait en saccadé. Genre la peau, elle faisait pas comme ça. Elle faisait genre Bon, bref, assez de détails. Juste la vaseline, incroyable. Je suis trop ravie. Maintenant, j'ai plus qu'à me faire un nouveau tatouage pour utiliser le pot entier. J'ai pas pris mon parapluie et je pense que ça va être un problème parce que vraiment le ciel est noir. Oh non! Aujourd'hui, je pars visiter le musée préfectoral de l'histoire de Hiroshima situé à Fukuyama. Il y a d'abord une exposition temporaire concernant les catastrophes naturelles au Japon. C'est l'occasion pour moi de vous présenter un événement important ayant eu lieu dans la préfecture de Hiroshima, une des zones les plus vulnérables du Japon face au glissement de terrain. Le 20 août 2014, des pluies torrentielles ont provoqué environ 166 glissements de terrain simultanément, entraînant la mort de 77 personnes au total, la destruction de 179 maisons, ainsi que 1079 incidents de dommages aux routes, aux ponts et aux digues des rivières. Des milliers de foyers ont dû faire face à une coupure d'eau et d'électricité et durant les premières 48 heures, de nombreuses maisons se sont retrouvées isolées par des torrents de boue séchés aussi durs que du béton.
Les sauveteurs, pompiers, police, forces d'autodéfense, ont dû opérer à la main ou avec du matériel léger car les engins de chantier s'enlisaient. Par ailleurs, une fois la boue séchée, une fine poussière de granit s'est infiltrée partout, posant des problèmes respiratoires. Et pendant des semaines ensuite, chaque pluie, même légère, provoquait des crises de panique chez les habitants, hantés par le bruit du craquement de la montagne qu'ils avaient entendu la nuit du désastre. En tout cas, la réponse de la préfecture de Hiroshima après la tragédie de 2014 a été un tournant majeur pour l'ingénierie civile japonaise. Contrairement aux barrages classiques qui retiennent l'eau, les barrages nommés Sabo ont été conçus pour filtrer les débris. Les ingénieurs ont installé des barrages dits ouverts de type grille avec des structures en acier massif. Ils laissent passer l'eau et les petits sédiments pour préserver l'écosystème, mais bloquent instantanément les gros rochers et les troncs d'arbres lors d'une coulée. Dans certaines zones, des barrages ont été construits en escalier afin de briser la vitesse de la boue à chaque étape de sa descente. Si vous souhaitez approfondir le sujet, il y a un petit musée à Hiroshima consacré à la catastrophe et à la reconstruction de la ville ensuite. Les photos et vidéos sont interdites et il n'y a pas d'explication en anglais, mais si vous parlez japonais et que le sujet vous intéresse, je vous mets les infos en description. En tout cas, l'exposition actuelle présente également divers objets à avoir chez soi et ou dans un sac d'urgence à mettre près de l'entrée. Étant donné la situation des conflits dans le monde actuellement, aborder le sujet en vidéo me semble pertinent et je vous encourage vivement à vous préparer chez vous également. Même si la guerre n'arrive pas jusqu'à nos foyers en France, vous pourriez un jour devoir faire face à une tempête dévastatrice ou encore une inondation. Donc s'il vous plaît, prenez le temps de vous équiper. Il vous faut nécessairement de l'eau, de la nourriture qui n'a pas besoin d'être stockée au frais, d'ailleurs je vous conseille les repas lyophilisés trouvables en magasin de sport ou spécialisés en randonnée, une lampe de poche, une radio à pile, une trousse de secours, des lingettes pour le corps, une couverture de survie, un couteau et pourquoi pas un chargeur solaire. Retour à l'exposition. On nous présente ici les outils de lutte contre les incendies à l'époque d'Edo, tels que les Mitsudeppo, que l'on peut traduire par pistolet ou canot à eau. Les pompiers de l'époque étaient appelés les Hikeshi. Leur méthode principale pour combattre les incendies consistait à démolir rapidement les bâtiments voisins pour créer un coupe-feu, utiliser notamment des seaux remplis d'eau, des crochets et des échelles pour grimper sur les toits et guider la population. Ils portaient souvent des vêtements épais gorgés d'eau. Ces protecteurs de quartier portaient par ailleurs fièrement leurs tatouages traditionnels, des Ilezumi, et on pouvait observer des rivalités entre les brigades. Ça me rappelle quelque chose, pas vous ? Entrons maintenant à l'exposition permanente du musée qui permet de se promener au cœur d'une reconstitution de Kusado Sengen, une communauté médiévale typique des périodes de Kamakura et de Muromachi, donc du XIIe au XVIe siècle. La ville avait été enfouie sous l'embouchure de la rivière Ashida qui traverse l'ouest de Fukuyama. Le site fut redécouvert en 1961 lors de travaux d'aménagement sur la rivière. Avant ça, des histoires locales parlaient d'une ville disparue sous les eaux. On pensait parfois à une légende, jusqu'à ce qu'on la retrouve réellement. Il s'agit d'une véritable capsule temporelle du Moyen-Âge japonais. Contrairement à beaucoup de sites célèbres liés aux samouraïs, Kusado Sengen est passionnant car il montre la vie urbaine ordinaire. Commerçants, artisans, moines, bateliers, c'est le Japon médiéval réel. Parmi les découvertes les plus parlantes, des latrines et des déchets domestiques qui ont permis aux archéologues de comprendre ce que mangeaient les habitants, leur hygiène et même certaines maladies. Parce que les villes médiévales japonaises ont souvent été reconstruites, brûlées ou transformées, celle-ci est un véritable trésor pour les historiens car la boue en a protégé les vestiges pendant des siècles. Laissez-moi vous présenter quelques objets retrouvés. Les fouilles ont permis de mettre au jour des talismans pour se protéger de la peste et des incendies, mais également des poupées utilisées pour soigner les maladies et repousser le mal, ce qui témoigne de la place accordée aux charmes et autres incantations pour échapper à tout type de malheur au Japon médiéval. Les fouilles ont également permis de déterrer des pièces de monnaie chinoise, des mokkan, tablettes en bois utilisées pour le commerce, et des céramiques importées qui témoignent du développement d'une économie monétaire et de l'expansion d'un réseau de distribution de biens au Japon médiéval. Bon, c'était passionnant, mais maintenant c'est l'heure d'aller s'entraîner.
Un truc qui est bien quand tu fais tes courses au Japon dans les supermarchés, c'est qu'il y a toujours cette petite plateforme où tu peux faire ton sac avec tes courses tranquillement. T'as pas besoin de te presser parce qu'il y a des gens qui attendent derrière. Il y a même des petits sachets en plastique à disposition avec du scotch. Enfin, franchement, c'est trop pratique. Il y a un gars qui vient de s'arrêter à côté de moi pour me demander de le sucer. Genre, au début, j'ai fait genre que je parlais pas japonais parce que j'ai compris que si je révélais la plupart du temps que je parle japonais, les gens étaient un peu plus lourds et plus insistants parce qu'ils se disent ok, elle me comprend donc je peux y aller quoi. Et il s'est arrêté sans rien dire, en me regardant et en me disant de venir comme ça, enfin avec sa main quoi. Et je fais genre je comprends pas, parce qu'en vrai je comprends pas, qu'est-ce qu'il me veut. Et parce que je suis en vélo là, donc c'est pas comme si j'étais à pied en train de galérer tu vois. Et il me montre un billet de 10 000 yens. Du coup, c'est toujours genre que je comprends pas, même si ça commence à devenir un peu plus clair. Et du coup, il me refait ça en me remontrant le billet de 10 000 yens. Et là, je me dis, attends, j'espère que je suis pas en train de comprendre ce que je suis en train de comprendre. Donc je me mets à parler japonais. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux? Et il me dit, il me répond pas avec des mots, il me fait. Je le regarde comme ça, je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Et il me fait, en me remontrant le billet de 10 000 yens. Bah non, du coup. Donc je lui ai dit non en le regardant comme ça. Et il a fini par partir. Mais waouh! Là franchement, je suis sidérée. Vraiment, je suis dans une ville tranquille. Enfin, ouais, une ville comme d'hab à la campagne quoi. Ok, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers par ici. Mais quand même, je suis sur le cul là. Bon, bref, j'espère que je vais pas le recroiser. Et je viens de me garer et depuis tout à l'heure je fais ma vie grave tranquille alors qu'à 2 cm de ma tête il y a une immondice que je vais vous montrer en zoomant. Donc mon vélo et l'immondice qui était juste derrière ma tête tranquillement que j'aurais pu me prendre à 2000%. Putain j'aurais été tellement deg. Mais qu'est-ce que je peux bien faire garer comme ça au milieu de rien, me direz-vous? Eh bien pour cette raison. Le Ryokan Otaniso faisait partie du petit ensemble de stations thermales de Hongo Onsen. Otaniso aurait ouvert vers 1930 durant la période où Hongo Onsen se développait autour d'une source dite Radium Onsen. Entendez par là Radium Onsen. Voilà une occasion pour moi de développer cet aspect de l'histoire des onsen au Japon. Historiquement, on appelait Radium Onsen les sources contenant soit du radium en trace dans la roche, soit surtout du radon, un gaz issu de la désintégration naturelle du radium. Dans la classification moderne japonaise, on parle plutôt de Hoshano-sen, des sources radioactives naturelles qui sont souvent riches en radon dissous. Beaucoup de vieux radium onsen utilisent encore le nom traditionnel même si, chimiquement, on mettrait aujourd'hui une autre étiquette, car ça leur permet de bénéficier d'une image marketing rétro. Mais d'où vient la popularité de ces onsen ? En fait, au début du XXe siècle, le radium venait d'être découvert et fascinait le monde entier. Au Japon, de nombreuses stations thermales ont adopté ce mot comme symbole de modernité, de santé et de prestige. Le mot radium, donc radium, a servi d'argument touristique majeur dans les années 1910 à 1930. En clair, à l'époque, écrire radium sur une enseigne revenait un peu à écrire aujourd'hui nanotech, bien-être premium ou thérapie avancée. Par ailleurs, dans tout le Japon, des bains publics ordinaires ont parfois ajouté Radium Onsen sur la façade sans être de véritables sources naturelles, simplement un bain chauffé avec des minéraux ajoutés ou un dispositif de circulation. En tout cas, les Radium Onsen ont progressivement perdu en popularité avec l'évolution du regard scientifique et social sur le terme radium et l'encadrement du marketing santé qui a commencé à être plus strict. Pour revenir au lieu que je visite actuellement, son activité a décliné dans les années 1970 et après sa fermeture en tant que ryokan, donc en tant qu'auberge, l'établissement est devenu une résidence étudiante, mais celle-ci a apparemment elle aussi été laissée à l'abandon. Le lieu aurait également servi aux activités des témoins de Jéhovah. Oui, ils sont partout. En tout cas, un calendrier trouvé sur place semble indiquer que le lieu a cessé toute activité vers 2010.
Sincèrement, j'ai adoré visiter ces lieux, mais j'ai malheureusement dû éviter toute une zone à cause de ça, du guano, des déjections de chauves-souris. Le guano, une fois sec et poussiéreux, peut contenir un champignon dont les spores peuvent se disperser dans l'air. Et si on les inhale, cela peut causer une infection respiratoire appelée histoplasmose. La plupart du temps, c'est bénin et ça passe tout seul, mais chez certaines personnes, ça peut devenir plus grave et nécessiter un traitement antifongique. Enfin, de l'air frais. Le lieu était trop cool. Franchement, il aurait pu être un peu plus complet, on va dire. C'était un peu vite par endroits, mais la vibe était trop cool. Par contre, là je viens de sortir. Il y a un monsieur qui était en train de descendre la route là sur laquelle je suis, à pied. Et je me suis dit, oh putain, ça y est, je me suis fait choper, c'est la merde et tout. Et en fait, il m'a rien dit du tout. Moi, j'ai fait genre, en sortant du lieu, je me suis retournée, j'ai pris une photo, genre, oh là là, qu'est-ce que c'est beau ce bâtiment et tout. Et du coup, il n'y a eu aucun problème. Vraiment, il m'a rien dit. Il comprenait pas l'anglais. Je faisais semblant de pas savoir parler japonais, comme d'hab. Après, il m'a demandé si je parlais japonais. Et genre, j'ai parlé avec un japonais très approximatif en disant, ah, un peu, vous avez vu, c'est beau, hein, c'est beau les lieux comme ça. Et du coup, il m'a juste dit, ah, vous prenez des photos et tout. Donc au début j'ai fait genre je comprenais pas, après bon j'ai mimé l'appareil photo et du coup on a fait ah oui c'est ça, on prend des photos. Et puis après il m'a dit qu'il y avait plein de sangliers dans le coin. Pas idéal. En tout cas, incroyable ce spot. J'avais 3 spots juste l'un à côté de l'autre, mais là il est déjà 18h. Et en fait j'ai eu le temps d'en faire qu'un seul parce qu'il était immense et ultra intéressant. Donc là je vais rentrer. Et puis je reviendrai un autre jour, c'est pas grave. Attention, petit disclaimer quand même, ne faites pas ce que je fais. Moi, j'ai l'habitude de faire ça, ok? D'explorer ce genre de lieux et tout. Je prends toutes les précautions nécessaires, je suis extrêmement attentive, prudente. Donc, ne vous inquiétez pas pour moi. En revanche, je n'encourage absolument personne à faire pareil parce que ça contient évidemment des risques quand même. Et voilà, comme ça YouTube sera content. Et il y a un papillon là qui me harcèle. Bref. Vraiment, je n'encourage personne à faire ça. Occupez-vous autrement. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien sûr, à vous abonner.